Repas bien au chaud dans le cocon familial, cinéma ou se défouler en boîte de nuit. Comment les populations préparent-elles le réveillon de Noël? La réponse dans une poignée de minutes. Jeudi 21 décembre, 82% des Catalanes se sont déplacés pour les élections régionales. Un record historique de participation dans la région. Élections remportées par les indépendantistes. Décryptage du vote dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Nous sommes le 24 décembre et la soirée du 24 décembre est souvent minutieusement préparée. Il fait souvent l'objet d'un repas, d'un bon repas, d'une sortie entre amis ou en famille ou tout simplement un moment de communion à l'église. Comment le réveillon de Noël est-il préparé? Nous Sangaré a posé la question à quelques personnes. Écoutons-le. On s'apprête pour le soir pour pouvoir sortir un peu, se faire plaisir, quoi, comme c'est la fête là. J'ai la cabine ce matin. Le soir, on ira se faire plaisir. Moi, je suis chrétien. Donc, en tant que chrétien, je vais d'abord à l'église. Après l'église, si je dois sortir, je sors. Si je dois rester à la maison aussi avec la famille, je le fais. Mais ça va dépendre de ma femme et moi, quoi. Donc, moi, mon programme, je fais la messe à Saint-Jean. Je suis quêteuse à Saint-Jean. Donc, mon premier programme, c'est d'aller à l'église avec mes enfants. Je fais la messe. Et bon, on verra la suite du programme. Sinon, mon programme, c'est de prier d'abord, parce que la prière est bonne pour nous. C'est le jour de prière même, ce jour-là. Ce n'est pas pour aller boire dans les maquis, c'est pour prier pour nos enfants, pour notre famille. Le soir, on va à la messe, après la messe. Ensuite, on va au maquis s'amuser. Mon programme, c'est qu'on s'apprête pour la messe. Ce soir, pour la réveillon, je vais à l'église. Et après la messe, je viens gérer mon bar. À partir de 19h, je dois aller prendre mon bain et puis je sors avec ma petite famille. Juste venir manger quelque chose et puis fêter et puis le lendemain matin donner le petit cadeau à mon fils. C'est demain Noël et la fête de Noël rime avec sapin, des sapins qui trônent fièrement dans plusieurs maisons, d'ordinaire verts ou couverts de neige, d'où la coloration blanche de certains sapins. Et puis certains décorateurs confectionnent eux-mêmes des sapins avec une collection de matériel de décoration. Doigt des lasers nous conduit dans cet univers des sapins de Noël. Le sapin, un produit prisé pour la décoration intérieure à la veille de la fête de Noël. Dans les magasins et boutiques, il s'arrache comme de petits pains. C'est les couleurs qui font les choix. La structure de couleurs, regardez ça là comme ça aussi. C'est une autre couleur. Voilà, il y a toutes sortes de couleurs. Et puis il varie. Il faut débourser entre 30 et 50 000 francs CFA pour se procurer un sapin de Noël dans le petit commerce. Dans les grandes surfaces, le prix varie entre 100 et 500 000 francs CFA. Dame Valérie Niaba, elle, ne passe pas par 1000 chemins. Elle profite de son talent de décoratrice d'intérieur de maison pour se faire un sapin de Noël. Ce qu'on a essayé de faire sortir cette année, un petit bonhomme de neige fait maison avec des vases qu'on a achetés et puis quelques articles qu'on a essayé de fabriquer nous-mêmes pour emmener un plus à la décoration. Poser un objet qui est un peu représentatif. Voilà, ça nous fait penser au sapin, ça nous fait penser à Noël, mais qui n'est pas forcément un sapin, et puis qui apporte la gaieté dans une maison. Le sapin fait partie de la pure tradition de Noël. Pratiquement toutes les maisons en sont garnies chaque année au soir du 24 décembre. On a décoré l'intérieur et l'extérieur aussi. Voilà, on a mis les guirlandes dehors, des lumières, tout ça. Pour les enfants, pour le plaisir, c'est Noël. Dans un imaginaire collectif, le sapin fait partie des incontournables pour mettre des cadeaux aux pieds. Ce 24 décembre au soir, quand les enfants sages vont dormir, le Père Noël va descendre par la cheminée pour déposer des cadeaux dans les chaussons de chacun. Mais au fait, d'où vient la légende du Père Noël? Qui est-il et d'où vient-il? Suivant ce reportage, nous le saurons. Nous reviendrons sur cet élément dans quelques minutes, si cela est possible, avec la régie. Nous allons maintenant aller à Tortilla, cette ville du nord du pays, Tortilla, qui fait tout de suite penser au diamant dont regorgeait la localité. Aujourd'hui, les populations de cette localité abandonnent l'exploitation illicite du diamant et se tournent de plus en plus vers l'agriculture et l'élevage. Situé au nord de la Côte d'Ivoire, à environ 100 km au sud de la ville de Korogo,
Tortilla est une petite ville dont l'histoire se confond avec la découverte des gisements diamantifères. Tortilla est un nom de baptême en hommage au chef-d'œuvre de John Steinbeck, Tortilla Flat, que lisait un prospecteur de la SAREMSI, Société anonyme de recherche minière en Côte d'Ivoire. Administrativement, Tortilla est une sous-préfecture anciennement située dans le département de Katoula et aujourd'hui dans le département de Niakara-Madougou. C'est l'usine qui était là, après le lavage du gravier. Les blancs prennent ce qu'on appelle diamant et c'est les déchets qui se trouvent toujours derrière moi. La seule activité à cette époque était la recherche du diamant. En 1974, la SAREMSI déficitaire cessa ses activités. Alors commença l'aventure de l'exploitation artisanale d'anciennes mines de diamants laissées à l'abandon à la fin des années 70. Le quartier européen qui était de l'autre côté et les Noirs vivaient d'un autre côté. Mais dans une symbiose, tous les enfants des Blancs qui étaient à l'époque, qui vivaient là, suivaient le programme français. De l'autre côté, il y avait l'école africaine qui suivait le programme ivoirien. Tortilla, c'est un gisement exploité sur une superficie de 188 hectares et une réserve estimée à 830 000 carats. L'exploitation a atteint des sommets au début des années 70 avec une production de l'ordre de 260 000 carats et dont Tortilla reste une zone potentiellement diamantifère loin d'être abandonnée. Mais pour cet habitant, le travail de la terre est une garantie par rapport à l'extraction clandestine du diamant, d'où sa reconversion. Actuellement, si tu veux chercher or, il faut que tu aies une machine. Sinon, sans machine, tu ne peux rien gagner. Actuellement, l'or est au fond. L'or, voilà, c'est l'argent, mais ce n'est pas l'argent. Voilà. C'est pas garanti, quoi. L'argent, ce n'est pas garanti. Voilà. Donc, ça coule ça, et c'est venu faire champ. La SODEMI, Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, est sur place dans la localité et la prospection se poursuit sur le terrain. Tortilla, terre bénie, qui creuse, trouve et qui sème, récolte. Les dieux de la technique sont revenus à de meilleurs sentiments. Je disais il y a 2 minutes que ce 24 décembre au soir, quand les enfants sages vont dormir, le Père Noël va descendre par la cheminée pour déposer des cadeaux dans les chaussons de chacun. Mais au fait, d'où vient la légende du Père Noël? Qui est-il et d'où vient-il? Suivons ensemble ce reportage et nous le saurons. Connaissant n'a pas toujours eu la même allure. Avant de devenir le gros bonhomme en rouge à la barbe blanche, la légende dit que le Père Noël aurait été évêque, Saint Nicolas de Myre, mort en martyr un 6 décembre au IVe siècle après Jésus-Christ à Myre, dans l'actuelle Turquie. Ses reliques sont ensuite transportées à Bari, en Italie, puis dans l'est de la France. Au Moyen-Âge, Saint Nicolas devient le protecteur des enfants sages, à qui il distribue des cadeaux dans la nuit du 5 au 6 décembre, accompagné du père Fouettard, qui lui punit les enfants désobéissants. Saint Nicolas s'implante alors dans le nord et l'est de l'Europe, puis émigre en Amérique avec les colons hollandais au XVIIe siècle. Sinterklaas, en hollandais, devient alors Santa Claus. Au XIXe siècle, les familles chrétiennes décident que la tournée de Santa Claus sera associée à la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. Santa Claus perd sa mitre et sa crosse au profit d'un sucre d'orge et d'un bonnet. Il prend du poids et troque ses habits d'évêque contre un costume rouge à fourrure blanche. Il n'habite plus au ciel mais au pôle Nord où il dispose d'une usine à jouets. En 1931, Coca-Cola en fait sa mascotte. C'est la naissance du Père Noël moderne et universel. Aujourd'hui, c'est dans le sud-ouest de la France que le secrétariat du Père Noël répond au courrier des 1,2 million d'enfants de 140 pays. Voilà, sachez que l'Afrique du Sud peine à raccommoder son secteur textile. Pendant des décennies, il a porté à bout de bras l'économie de nombreuses villes du pays. Étranglé par la concurrence à bas prix venue surtout de Chine, le secteur textile sud-africain peine à redémarrer malgré le soutien des pouvoirs publics. Cet atelier de vêtements au Cap tourne à plein régime, notamment grâce au plan de soutien du gouvernement. Son propriétaire, Christopher Kinross, a 50 ans de métier.
Mais depuis quelques années, il doit faire face aux importations chinoises bon marché et à la concurrence des grandes enseignes du prêt-à-porter comme Zara ou H&M. À chaque fois que vous entrez dans un magasin Zara, vous trouvez quelque chose de nouveau en rayon. C'est leur secret pour que les consommateurs reviennent constamment dans leur magasin. Donc, nous avons essayé d'adopter ce modèle. La contrebande fragilise aussi l'industrie textile. Selon le syndicat du secteur, en Afrique du Sud, la moitié des vêtements sont importés légalement. Une compétition acharnée qui a entraîné la destruction de 2/3 des emplois. Seules les aides des pouvoirs publics ont permis à de multiples ateliers de garder la tête hors de l'eau. Ces 5 dernières années, il y a eu beaucoup moins de pertes d'emplois. Avant, il y avait 15 000 emplois qui disparaissaient chaque année dans ce secteur. Désormais, c'est à peu près 2 000 emplois par an. Pour nous, c'est le signe que la situation est en train de s'inverser. Pour se relever, l'industrie textile a surtout besoin d'attirer les investissements étrangers. Mais les entreprises internationales préfèrent certains pays voisins comme le Lesotho et Madagascar, où la main-d'œuvre est moins chère. Les investissements étrangers sont évidemment très positifs puisqu'ils permettent de donner un coup de fouet au secteur. Notre principal défi, c'est un taux de chômage très élevé. Une bonne nouvelle tout de même, l'entreprise tchèque Pegas Nonwovens vient d'annoncer la construction d'une usine pour 62 millions d'euros. Mais avec un taux de chômage avoisinant les 30%, tous secteurs confondus, il faudra bien plus pour sortir de la crise. Place à la chronologie qui s'intéresse à l'imbroglio catalan. Les 3 partis indépendantistes catalans sont arrivés en tête des élections régionales. C'était le 21 décembre dernier. Cette victoire met au défi le chef du gouvernement central, Mariano Rajoy. Ce dernier avait organisé le scrutin, certain d'affaiblir ceux qui voulaient l'indépendance de la Catalogne. À l'issue du scrutin, les 3 partis indépendantistes obtiennent la majorité en remportant 70 des 135 sièges au Parlement catalan. Une victoire de justesse, mais une victoire tout de même. Quels sont les faits? Jeudi 21 décembre, les 3 partis indépendantistes catalanes obtiennent 70 élus sur 135, retrouvant ainsi leur majorité au Parlement régional. Les résultats des élections, dont le taux de participation a battu un record historique avec 82% des votants, constitue un défi majeur pour le gouvernement de Mariano Rajoy qui, en organisant de nouvelles élections, espérait donner un coup d'arrêt au mouvement séparatiste à travers la majorité silencieuse. Lourde défaite pour le chef du gouvernement espagnol, dont le parti n'obtient que 3 élus au Parlement catalan. Avec une marge de manœuvre réduite et une légitimité affaiblie, pas sûr cependant que Mariano Rajoy accepte de négocier. Le chef du gouvernement espagnol avait en effet promis d'annuler la mise sous tutelle de la Catalogne et a par ailleurs refusé de rencontrer l'ex-président catalan après les résultats. Qui va constituer un gouvernement. Avec 70 élus, les partis indépendantistes ont la majorité parlementaire pour ensemble former un nouveau gouvernement. Le hic, c'est qu'ils sont 3 partis et coalitions avec des positions opposées sur de nombreux sujets. De plus, le parti qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, 37 et 25% des voix, est Ciudadanos. Cette formation de centre-droit lutte contre le nationalisme catalan et sa dirigeante Inés Arrimadas entend incarner la réconciliation dans une région qui se déchire depuis plusieurs mois. Les socialistes, opposés comme elle à l'indépendance, n'ont que 17 sièges et le Parti populaire de Mariano Rajoy s'est effondré, tombant à 3 sièges compte aux dernières élections en 2015. 3. Les indépendantistes pourront-ils diriger la région? En votant pour les indépendantistes, les Catalans ont choisi des personnalités politiques en exil ou en prison. Carles Puigdemont, candidat de la coalition Ensemble pour la Catalogne, se trouve en Belgique et il est menacé d'arrestation s'il pose le pied en Espagne. L'ancien président de la région espère que ces résultats forceront le pouvoir central de Madrid à négocier un arrêt de poursuite à son encontre. De son côté, Oriol Junqueras, qui dirige le parti Esquerra Republicana de Catalunya, arrivé 2e aux élections, est emprisonné à Madrid. 2 issues s'offrent donc aux vainqueurs de l'élection. Céder leur siège à des personnalités en liberté
ou entrer en confrontation avec Madrid. 4. Et après, les indépendantistes ont jusqu'au 23 janvier pour proposer un candidat à la présidence de la région. Le Parlement catalan pourra voter à la majorité absolue pour un gouvernement. Si les 3 partis indépendantistes ne parviennent pas à s'entendre, la situation pourrait profiter aux centristes et unionistes des Ciudadanos arrivés en tête de l'élection. Ils auraient dans ce cas jusqu'au 28 février pour proposer un gouvernement qui pourra être accepté par le Parlement à la majorité simple. Si aucun gouvernement n'est formé avant la fin mars, de nouvelles élections devront être convoquées dans les 2 mois qui suivront. De son côté, l'ex-président catalan Carles Puigdemont, qui avait organisé le 1er octobre dernier un référendum sur l'indépendance catalane avant d'être destitué, va-t-il s'appuyer sur ces résultats pour relancer les velléités indépendantistes? Demain, c'est Noël. La rédaction de RTI2 anticipe en vous souhaitant joyeux Noël. Surtout, soyez sobres et portez-vous bien.